Le matin s'installe lentement sur Marseille, enveloppant la ville d'une lumière pâle qui semble hésiter à s'imposer, comme si quelque chose d'invisible retenait encore le jour d'exister pleinement. Dans cet équilibre fragile, rien ne laisse encore deviner le bouleversement imminent, et pourtant une tension diffuse circule déjà, imperceptible pour tous, sauf peut-être pour celui qui va bientôt voir son monde s'effondrer sans retour, Vadim Lyota. Quelques heures auparavant, Vadim évoluait encore dans une réalité où l'avenir paraissait accessible, presque simple, nourri de projets modestes mais sincères qu'il construisait aux côtés de Noémie, avec cette pudeur émotionnelle qui le caractérise et qui le pousse à aimer sans jamais totalement se dévoiler. Le bracelet qu'il lui avait offert, gravé d'une date intime, devenait alors le symbole discret d'un attachement profond, une tentative de fixer dans le temps un moment de bonheur qu'il pressentait déjà fragile, comme si, inconsciemment, il cherchait à retenir quelque chose qui risquait de lui échapper. Noémie, en retour, accueillait ce geste avec une tendresse teintée de lucidité, car elle percevait chez lui cette oscillation constante entre l'élan vers le bonheur et la crainte sourde de le perdre, une dualité qui résonnait en elle à travers ses propres blessures, notamment la perte de son père, dont l'ombre persistait encore dans ses réactions les plus instinctives. Malgré cela, elle choisissait de rester dans cet instant, d'accepter cette promesse de douceur sans chercher à anticiper la chute, consciente que certaines parenthèses ne peuvent exister que si l'on renonce à vouloir les sécuriser. C'est précisément dans ce moment suspendu que le téléphone commence à vibrer avec insistance, introduisant une dissonance brutale dans cette harmonie fragile, tandis que Patrick Nebou tente de joindre Vadim à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. Ce détail, qui aurait pu rester anodin dans une autre circonstance, devient ici le point de bascule invisible d'un drame en formation, car il incarne cette série de micro-choix qui, rétrospectivement, prennent une dimension tragique. Lorsque Noémie finit par répondre, la réalité se fracture sans éclat, sans mise en scène, à travers la voix maîtrisée de Patrick qui annonce que la mère de Vadim a été retrouvée inanimée chez elle, victime d'un AVC survenu après la prise de médicaments, laissant planer l'hypothèse d'un geste désespéré. Cette annonce ne produit pas immédiatement une explosion émotionnelle, mais installe une sidération silencieuse, un vide qui commence à se creuser avant même que Vadim n'en mesure la profondeur. Le trajet vers l'hôpital s'inscrit alors dans une temporalité étrange, où chaque seconde semble à la fois accélérée et suspendue, comme si le corps avançait mécaniquement pendant que l'esprit refusait encore d'accepter ce qui se prépare. Les couloirs de l'hôpital apparaissent trop blancs, trop calmes, chargés d'une neutralité presque violente, et Vadim s'y déplace avec une sensation de décalage, incapable de s'ancrer dans la réalité immédiate. L'instant où il découvre la chambre constitue une rupture définitive, non pas par un événement spectaculaire, mais par une absence qui dit tout, car le lit vide impose une vérité que rien ne peut atténuer. Il n'y a pas de transition, pas de dernier regard, pas de parole d'adieu, seulement cette certitude brutale que le temps lui a été retiré sans qu'il puisse agir. Les mots prononcés par les médecins, affirmant qu'ils n'ont rien pu faire, s'inscrivent alors dans son esprit comme une sentence froide, dépourvue d'émotion, mais d'une efficacité redoutable, car il ferme toute possibilité de retour en arrière. Ce moment ne se résume pas à la perte d'une mère, il devient immédiatement une confrontation avec l'irréversibilité, avec l'impossibilité de réparer ce qui n'a pas été fait. Très rapidement, la culpabilité s'installe et envahit chaque espace de sa pensée, transformant les souvenirs récents en preuves accablantes, en particulier ces appels ignorés durant le week-end, qui deviennent le point central d'un raisonnement intérieur implacable. Dans cette logique émotionnelle, il ne s'agit plus d'un concours de circonstances, mais d'une faute personnelle, d'un manquement qui, selon lui, aurait pu tout changer. Lorsque Patrick Nebou tente d'intervenir pour lui offrir une forme de soutien, ses paroles se heurtent à une barrière déjà solidement construite, car Vadim n'est plus en position d'entendre une explication rationnelle ou apaisante. À cet instant précis, il ne cherche pas à être soulagé, mais à confirmer l'image qu'il a de lui-même, celle d'un fils absent et égoïste. La réaction qu'il a envers Patrick s'inscrit dans cette dynamique, car le rejet qu'il exprime ne vise pas réellement l'homme en face de lui, mais répond à un besoin de repousser toute tentative d'adoucissement de sa douleur, comme si accepter du réconfort revenait à diminuer la gravité de ce qu'il ressent. La phrase qu'il prononce, affirmant que Patrick n'est rien pour lui comme pour sa mère, dépasse ainsi la simple colère et devient l'expression d'un mécanisme de défense, une manière de rester enfermé dans sa propre condamnation. Parallèlement à cette tragédie intime, d'autres tensions se développent, notamment du côté de Baptiste Riva-Marcy, dont la situation familiale se transforme progressivement en conflit ouvert. Face à la volonté de Emma Rimé de partir à l'étranger avec leur fils Mathis, Baptiste entreprend des démarches juridiques pour empêcher ce départ, convaincu d'agir dans l'intérêt de son enfant. Cette décision, bien que motivée par une intention de protection,
crée une rupture avec Emma, qui interprète cette initiative comme une attaque directe contre son autonomie et son rôle de mère. Ainsi, deux logiques irréconciliables se mettent en place, chacune persuadée de défendre une vérité légitime, préparant un affrontement dont l'intensité ne cesse de croître. Dans un autre registre, Jean-Paul Bauer se débat avec une inquiétude plus diffuse concernant sa fille Lucie, dont l'usage du téléphone devient pour lui une source d'angoisse constante. Derrière cette préoccupation se dessine une difficulté à accepter l'évolution de l'enfant vers l'adolescence, avec tout ce que cela implique en termes d'autonomie et de perte de contrôle. L'intervention de Ariane Lersan, qui tente de lui rappeler l'importance de la confiance et du dialogue, met en évidence un décalage entre la volonté de protéger et la nécessité de laisser une marge de liberté, mais comme souvent dans ces situations, la peur prend le dessus sur la raison. Revenant à Vadim, la fin de journée le trouve dans un état d'épuisement extrême, où le corps commence à céder sous le poids de l'émotion, tandis que l'esprit continue de tourner en boucle autour des mêmes pensées accusatrices. C'est dans ce contexte que Noémie revient vers lui, après s'être éloignée pour gérer le choc que la situation avait ravivé en elle. Son retour n'est pas anodin, car il témoigne d'un choix conscient de faire face malgré la douleur, et lorsqu'elle s'approche de lui, elle mesure immédiatement la profondeur de l'effondrement dans lequel il se trouve. Vadim, à moitié endormi, donne l'impression d'un être vidé, comme si la réalité avait dépassé sa capacité à l'absorber. L'échange qui s'installe entre eux ne repose pas sur des mots spectaculaires, mais sur une reconnaissance mutuelle de leur fragilité, chacun identifiant chez l'autre une forme de brisure familière. Cette connexion dépasse alors le cadre d'une relation amoureuse classique pour devenir un espace de compréhension partagée, où la douleur n'est pas niée mais acceptée comme un élément constitutif de leur lien. Lorsque Vadim lui demande de ne pas l'abandonner, cette demande s'inscrit dans une peur profonde de solitude, amplifiée par la perte récente, car il ne s'agit plus seulement de conserver une relation, mais de maintenir un point d'ancrage dans un moment où tout semble se désagréger. Noémie, en acceptant de rester, ne fait pas une promesse naïve, mais un choix lucide, consciente des difficultés à venir et de l'impact que cette épreuve aura sur leur équilibre. Le fait qu'ils se déclarent leur amour dans ce contexte donne à ces mots une densité particulière, loin de toute légèreté, car ils deviennent une forme de résistance face à l'effondrement, une tentative de construire quelque chose de stable au cœur même du chaos. La nuit n'apporte aucun apaisement réel, elle ne fait que transformer la douleur en quelque chose de plus diffus, de plus insidieux, comme si l'absence elle-même s'installait progressivement dans chaque recoin de l'esprit de Vadim Lyota, s'infiltrant dans ses pensées sans jamais lui laisser la possibilité de s'en détacher. Le sommeil, lorsqu'il survient, n'est qu'un effondrement physique, une pause involontaire imposée par l'épuisement, mais il ne parvient pas à interrompre le flux des images qui reviennent sans cesse, celle d'un téléphone qui sonne dans le vide, d'une voix qu'il n'a pas entendue, d'un instant qui ne reviendra jamais. Au réveil, la réalité ne se reconstruit pas, elle se confirme, avec une brutalité plus froide encore, car elle n'est plus portée par le choc mais par une certitude qui s'installe durablement. La mort de sa mère ne relève plus d'un événement soudain, elle devient un état, une donnée fixe autour de laquelle tout doit désormais s'organiser, et cette transformation est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à accepter, parce qu'elle impose une continuité là où l'esprit cherche encore une issue. Dans cet espace suspendu, les mots de Patrick Nebout reviennent par fragments dans la mémoire de Vadim, non pas comme un soutien, mais comme un écho lointain d'une tentative de rationalisation qui ne parvient toujours pas à s'ancrer. L'idée que la culpabilité ne sert à rien reste abstraite, presque étrangère, car elle entre en contradiction directe avec la mécanique émotionnelle qui s'est mise en place en lui, une mécanique qui exige un responsable et qui a déjà désigné son coupable. Cette tension intérieure se traduit par une forme de fermeture progressive, un repli qui ne se manifeste pas nécessairement par des gestes spectaculaires, mais par une difficulté croissante à laisser entrer l'extérieur, à accepter la présence des autres sans y voir une intrusion ou une tentative maladroite de réduire ce qu'il ressent. Il ne rejette pas seulement Patrick, il commence à rejeter tout ce qui pourrait atténuer la violence de sa douleur, comme si celle-ci devait être vécue dans sa totalité pour rester fidèle à la perte qu'il vient de subir. Dans le même temps, Noémie tente de trouver sa place dans cette nouvelle réalité, consciente que son rôle ne peut pas être celui de quelqu'un qui répare ou qui efface, mais plutôt celui d'une présence stable dans un environnement devenu instable. Elle observe les silences de Vadim, la manière dont il évite certains regards, dont il s'enferme dans des pensées qu'il ne partage pas, et elle comprend que la douleur ne se verbalise pas toujours, qu'elle peut exister pleinement sans jamais se traduire en phrases. Son propre passé, marqué par la perte de son père, lui permet d'appréhender cette situation avec une forme de lucidité douloureuse, car elle reconnaît les mécanismes à l'œuvre, cette tendance à revisiter le passé pour y chercher des réponses impossibles,
cette impression d'avoir manqué quelque chose d'essentiel sans pouvoir définir précisément quoi. Cette expérience ne la rend pas plus forte, mais elle lui donne une capacité à rester sans imposer, à accompagner sans diriger, ce qui devient essentiel face à quelqu'un comme Vadim, qui refuse toute forme de guidage. Progressivement, leur relation se transforme, non pas dans son essence, mais dans sa fonction, car elle cesse d'être uniquement un espace de légèreté pour devenir un refuge, un lieu où la douleur peut exister sans être jugée ni minimisée. Cette évolution ne se fait pas sans tension, car elle implique une redéfinition implicite de leurs attentes, et chacun doit s'adapter à une version de l'autre qui n'était pas entièrement visible auparavant. Pendant que Vadim traverse cette épreuve intérieure, le conflit entre Baptiste Riva Marcy et Emma Rimé atteint un nouveau seuil, car la découverte des démarches juridiques engagées par Baptiste agit comme un déclencheur immédiat. Pour Emma, cette initiative ne peut être interprétée que comme une remise en cause directe de sa capacité à décider pour son fils, et cette perception transforme une situation déjà tendue en affrontement ouvert. Lorsqu'elle apprend que Baptiste a entamé des procédures pour empêcher le départ de Mathis à l'étranger, sa réaction ne se limite pas à une simple colère, elle s'inscrit dans une logique de confrontation, où chaque geste de l'autre devient une preuve supplémentaire de l'incompatibilité de leur position. Le Mistral, lieu habituellement associé à une certaine convivialité, devient alors le théâtre de cette tension, un espace où les émotions se déploient sans filtre, exposant au regard de tous un conflit qui ne peut plus être contenu. Baptiste, de son côté, reste persuadé d'agir dans l'intérêt de son enfant, et cette conviction renforce sa détermination, même face à l'intensité de la réaction d'Emma. Il ne perçoit pas son action comme une attaque, mais comme une protection nécessaire, ce qui crée un décalage fondamental entre leurs interprétations respectives de la situation. Ce décalage rend toute tentative de dialogue particulièrement difficile, car chacun parle depuis une réalité émotionnelle différente, sans véritable point de convergence. Ce conflit parental, bien qu'il semble éloigné du drame vécu par Vadim, s'inscrit dans une thématique commune, celle de la perte et de la peur de perdre, car derrière les démarches de Baptiste se cache une angoisse profonde, celle de voir son fils lui échapper, de ne plus avoir de place dans sa vie. Cette peur, bien que différente dans sa nature, résonne avec celle de Vadim, créant une forme de parallèle entre des situations qui, en apparence, n'ont rien en commun. Dans un registre plus intime mais tout aussi révélateur, Jean-Paul Bauer continue de s'inquiéter pour sa fille Lucie, et cette inquiétude prend une dimension particulière dans un contexte où les relations humaines sont de plus en plus médiatisées par des écrans. Son besoin de contrôler l'accès au téléphone, de comprendre avec qui elle communique, traduit une difficulté à accepter une forme d'invisibilité, celle des interactions qu'il ne peut pas observer directement. L'intervention de Ariane Hersan, qui insiste sur la nécessité de dialoguer plutôt que de surveiller, met en évidence un conflit générationnel, mais aussi une tension entre deux modes de protection, l'un basé sur le contrôle, l'autre sur la confiance. Bauer, malgré sa bonne volonté, peine à adopter cette seconde approche, car elle implique une forme de lâcher-prise qui lui semble risquée. Revenant à Vadim, la fatigue accumulée commence à produire des effets visibles, non seulement sur son corps, mais aussi sur sa perception du temps et des événements, car tout semble se dérouler dans une continuité floue, où les moments s'enchaînent sans réelle distinction. Cette sensation de déréalisation renforce son isolement, car elle crée une distance entre lui et le monde, comme s'il observait sa propre vie depuis l'extérieur. Noémie, consciente de cet état, choisit de rester présente sans chercher à combler les silences, comprenant que certains vides ne peuvent être remplis immédiatement, et que toute tentative en ce sens risquerait d'être perçue comme une intrusion. Elle adapte son comportement, ralentit ses gestes, ajuste ses paroles, dans une forme d'attention constante qui témoigne de son engagement, mais aussi de la complexité de la situation. Le lien entre eux, déjà marqué par une forme de fragilité partagée, gagne en intensité, mais aussi en gravité, car il se construit désormais autour d'une expérience commune de la perte, même si celle-ci ne se manifeste pas de la même manière. Cette évolution n'est pas nécessairement visible de l'extérieur, mais elle modifie profondément la dynamique de leur relation, en introduisant une dimension plus sombre, plus ancrée dans la réalité des blessures humaines. Dans cet environnement où chaque personnage affronte, à sa manière, une forme de tension ou de perte, Marseille continue de fonctionner, les lieux restent les mêmes, les habitudes persistent, mais sous cette apparente normalité, les lignes bougent, les relations se redéfinissent, et chacun, qu'il en soit conscient ou non, avance vers un point de rupture ou de transformation. Vadim, au cœur de ce mouvement, n'a pas encore atteint ce point, mais il s'en approche, porté par une douleur qui ne diminue pas, qui ne se transforme pas encore, mais qui s'installe, lentement, durablement, comme une présence avec laquelle il va devoir apprendre à coexister.
L'OTAN ne guérit rien dans l'immédiat, il ne fait que déplacer la douleur, la transformer en une présence plus silencieuse mais plus persistante, et pour Vadim Lyota, cette transformation commence à s'opérer sans qu'il en ait réellement conscience, comme si son esprit cherchait une manière de survivre à ce qu'il ne peut pas encore comprendre. La violence du choc initial laisse progressivement place à une forme de fatigue émotionnelle, un état dans lequel la souffrance ne disparaît pas mais cesse d'exploser, préférant s'installer en profondeur, dans chaque pensée, dans chaque souvenir. Dans cet état, la culpabilité ne s'exprime plus uniquement par des accusations directes, mais par une relecture constante du passé, une manière presque compulsive de revisiter les derniers échanges avec sa mère, de reconstruire les moments où il aurait pu agir autrement. Chaque détail devient significatif, chaque silence prend une valeur nouvelle, et cette reconstitution mentale devient une prison, car elle ne débouche sur aucune solution, seulement sur une certitude renforcée d'avoir échoué. Cette dynamique intérieure isole progressivement Vadim, non pas parce qu'il refuse consciemment les autres, mais parce qu'il ne parvient plus à se situer dans un espace partagé, comme si sa réalité s'était décalée par rapport à celle du reste du monde. Les conversations lui semblent lointaines, les réactions des autres parfois inappropriées, non pas parce qu'elles le sont réellement, mais parce qu'elles ne correspondent pas à l'intensité de ce qu'il ressent. Dans ce contexte, la présence de Noémie devient à la fois essentielle et délicate, car elle représente un lien avec l'extérieur tout en étant confrontée à une réalité qu'elle ne peut ni contrôler ni réparer. Elle observe les variations de son état, ces moments où il semble presque présent, capable d'échanger, suivis de phases de retrait où il se replie entièrement sur lui-même, comme s'il cherchait à protéger ce qui reste de lui. Noémie comprend alors que son rôle ne consiste pas à ramener Vadim vers une normalité immédiate, mais à accepter cette oscillation, à rester malgré l'instabilité, ce qui demande une forme de patience qui dépasse les réactions instinctives. Elle s'appuie sur son propre vécu, sur la manière dont la perte de son père a marqué sa perception du monde, pour ajuster son comportement, éviter les injonctions, privilégier la constance. Cette constance se manifeste dans des gestes simples, dans une présence régulière, dans une capacité à rester même lorsque les mots ne suffisent plus, et c'est précisément cette attitude qui permet à Vadim de ne pas sombrer totalement dans l'isolement, même s'il ne l'exprime pas clairement. Le lien entre eux continue de se renforcer, mais il prend une forme différente, moins légère, plus ancrée dans la réalité des épreuves. Pendant ce temps, le conflit entre Baptiste Riva Marcy et Emma Rimé franchit une nouvelle étape, car la confrontation qui éclate au Mistral ne relève plus d'un simple désaccord, mais d'une rupture assumée. L'espace public du bar devient le lieu où se cristallisent des tensions privées, exposant à tous une situation qui aurait pu rester intime. Emma, confrontée aux démarches de Baptiste, réagit avec une intensité qui dépasse la simple indignation, car elle y voit une tentative de lui retirer son autonomie, de remettre en cause sa capacité à décider pour son fils. Cette perception transforme son attitude, la rendant plus offensive, plus déterminée à ne pas céder, même si cela implique de rompre définitivement avec Baptiste. Baptiste, de son côté, reste enfermé dans une logique de protection, convaincu que ses actions sont justifiées par l'intérêt de Matisse, ce qui le rend imperméable aux arguments d'Emma. Cette opposition de perspective crée une situation où le dialogue devient presque impossible, car chacun parle depuis une position émotionnelle incompatible avec celle de l'autre. Le conflit prend alors une dimension symbolique, dépassant la question du départ à l'étranger pour devenir une lutte pour la reconnaissance, pour la légitimité, pour le droit de définir ce qui est bon pour l'enfant. Cette escalade ne peut que conduire à une intensification des tensions, car aucune des deux parties ne semble prête à renoncer. Dans un autre registre, Jean-Paul Bauer continue de se confronter à ses propres limites en tant que père, notamment à travers sa relation avec sa fille Lucie, dont l'usage du téléphone cristallise ses inquiétudes. Cette situation met en évidence une difficulté à accepter une forme d'autonomie qu'il ne peut pas encadrer complètement, ce qui génère une tension constante entre son besoin de protéger et la nécessité de laisser de l'espace. L'intervention de Ariane Lersan, qui insiste sur l'importance de la confiance, agit comme un contrepoint à cette tendance au contrôle, mais elle ne suffit pas à modifier immédiatement le comportement de Bauer, car celui-ci reste guidé par une peur qui dépasse la logique rationnelle. Revenant à Vadim, l'évolution de son état se traduit par une forme de lassitude, non pas une fatigue physique classique, mais une usure émotionnelle qui affecte sa manière de percevoir les choses. Les émotions deviennent moins explosives, mais plus lourdes, plus présentes, comme si elles occupaient un espace constant en lui, sans jamais disparaître. Dans cet état, la demande qu'il a formulée à Noémie de ne pas l'abandonner prend une dimension encore plus importante, car elle devient un point de référence dans un environnement où tout semble incertain. Cette demande n'est pas répétée,
mais elle reste implicite dans ses attitudes, dans sa manière de chercher la présence de Noémie, même sans le formuler. Noémie, en acceptant cette responsabilité, se retrouve confrontée à une situation où elle doit équilibrer son propre vécu avec celui de Vadim, éviter de se perdre tout en restant disponible, ce qui représente un défi constant. Elle comprend que l'amour, dans ce contexte, ne peut pas être uniquement une source de réconfort, mais qu'il implique aussi une capacité à supporter la douleur de l'autre sans la fuir. Dans cet ensemble de tensions, chaque personnage évolue à sa manière, mais tous sont confrontés à une forme de perte ou de peur, qu'il s'agisse de la mort, de la séparation ou de la perte de contrôle. Cette convergence crée une atmosphère particulière, où les trajectoires individuelles se croisent sans nécessairement se rejoindre, mais en partageant une même intensité émotionnelle. Vadim, au centre de cette dynamique, continue de naviguer dans un espace incertain, où la douleur ne diminue pas mais change de forme, devenant plus diffuse, plus intégrée, ce qui constitue une étape importante, même si elle ne se traduit pas encore par un apaisement réel. Avec le passage des heures, la douleur de Vadim Lyota ne disparaît pas, mais elle change de texture, devenant moins explosive en apparence tout en s'enracinant plus profondément dans son rapport au monde, comme si chaque instant désormais était filtré par cette perte irréversible qui redéfinit silencieusement tout ce qui l'entoure. Ce processus, imperceptible pour ceux qui ne le vivent pas de l'intérieur, agit pourtant comme une transformation lente mais radicale, car il modifie non seulement ses émotions, mais aussi sa manière d'interpréter les gestes des autres et les événements les plus anodins. Dans cet état, le souvenir des derniers échanges avec sa mère cesse d'être seulement douloureux pour devenir presque obsédant, une séquence mentale qui se rejoue sans cesse, cherchant une variation, une possibilité différente, une réponse qui n'a pas été donnée au moment où elle aurait pu encore avoir un sens. Cette répétition intérieure ne conduit à aucune résolution, mais elle s'impose comme un mécanisme inévitable, une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur un passé figé. Parallèlement, la présence de Noémie continue d'occuper une place centrale dans cet équilibre fragile, mais cette présence n'est pas sans tension, car elle implique une proximité constante avec une douleur qui ne lui appartient pas entièrement. Noémie ressent, sans toujours pouvoir le formuler, que ce qu'il traverse dépasse la simple relation amoureuse, qu'il s'agit désormais d'un espace où chacun doit affronter ses propres démons tout en restant disponible pour l'autre. Elle observe les réactions de Vadim avec une attention accrue, notant ces moments où il semble vouloir parler sans y parvenir, où son regard se fixe dans le vide comme s'il cherchait une réponse inaccessible, et elle comprend que certaines blessures ne peuvent être accompagnées que dans le silence. Cette compréhension ne la protège pas de l'impact émotionnel de la situation, car elle-même est renvoyée à ses propres souvenirs, à la perte de son père, qui réapparaît par fragments, brouillant parfois la frontière entre son vécu et celui de Vadim. Dans cette interaction complexe, leur lien se renforce d'une manière paradoxale, car ils gagnent en profondeur tout en devenant plus fragiles, reposant sur une reconnaissance mutuelle de leurs failles plutôt que sur une simple projection de bonheur. Cette évolution impose une forme de maturité émotionnelle, où l'amour ne se limite plus à un sentiment, mais devient une capacité à rester malgré l'inconfort, malgré l'incertitude. Pendant ce temps, le conflit entre Baptiste Riva Marcy et Emma Rimé continue de s'intensifier, atteignant un point où les positions ne sont plus seulement opposées, mais irréconciliables. La confrontation qui s'est déroulée au Mistral ne constitue pas un simple épisode de tension, mais le symptôme d'une rupture plus profonde, où chaque action de l'un est perçue par l'autre comme une agression. Emma, en exposant publiquement sa colère, ne cherche plus à préserver une forme d'équilibre, mais affirme une volonté claire de ne pas céder, transformant le conflit en une véritable déclaration de guerre. Cette posture s'inscrit dans une dynamique où la défense de son autonomie devient prioritaire, quitte à rompre définitivement les liens avec Baptiste. Baptiste, de son côté, reste ancré dans une logique de protection qui lui semble indiscutable, ce qui le rend incapable de percevoir la violence de son geste du point de vue d'Emma. Cette asymétrie de perception empêche toute forme de dialogue constructif, car chacun interprète la situation à travers un prisme émotionnel incompatible avec celui de l'autre. Ce conflit parental révèle ainsi une réalité plus large, celle de la difficulté à concilier des visions différentes de la responsabilité et de l'amour, surtout lorsque celles-ci sont exacerbées par la peur de perdre un enfant. Dans ce contexte, Mathis devient malgré lui le centre d'un affrontement qui le dépasse, incarnant à la fois l'enjeu et la victime potentielle de cette guerre. Dans un autre registre, Jean-Paul Bauer continue de lutter avec ses propres inquiétudes concernant sa fille Lucie, et cette lutte prend une dimension plus intérieure, car elle ne se limite plus à des actions concrètes de contrôle, mais s'inscrit dans une réflexion plus profonde sur son rôle de père. Il commence à percevoir, même de manière encore confuse,
que son besoin de surveillance peut produire l'effet inverse de celui recherché, créant une distance là où il souhaite instaurer de la proximité. L'influence de Ariane Lersan, bien que subtile, commence à s'intégrer dans sa réflexion, introduisant l'idée que la confiance ne se décrète pas, mais se construit progressivement au prix d'une acceptation du risque. Cette prise de conscience, encore fragile, marque néanmoins une évolution dans sa manière d'aborder la situation. Revenant à Vadim, la manière dont il interagit avec son environnement continue de se modifier, car la douleur, en s'installant, change sa perception des autres, mais aussi de lui-même. Il ne se définit plus seulement par ce qu'il est, mais par ce qu'il pense avoir manqué, par cette image de « mauvais fils » qu'il s'impose et qui influence désormais chacun de ses comportements. Cette auto-perception agit comme un filtre, déformant les interactions, réduisant sa capacité à accepter la bienveillance, car toute tentative de réconfort est interprétée comme une minimisation de sa faute. Dans cette logique, la souffrance devient presque nécessaire, comme si elle devait être maintenue pour rester en cohérence avec l'image qu'il a construite de lui-même. Noémie, confrontée à cette dynamique, doit ajuster sa manière d'être, renonçant à certaines formes de soutien plus direct pour privilégier une présence plus discrète, moins intrusive. Elle comprend que vouloir soulager trop rapidement la douleur de Vadim risquerait de provoquer un rejet, car cela entrerait en contradiction avec le processus intérieur qu'il traverse. Cette adaptation ne se fait pas sans difficulté, car elle implique une remise en question de ses propres réflexes, de sa manière d'aimer et de soutenir, mais elle témoigne aussi d'une capacité à évoluer dans la relation, à accepter que certaines situations exigent des réponses différentes de celles que l'on aurait spontanément adoptées. Dans cet ensemble, chaque trajectoire continue de se développer, créant un tissu narratif où les tensions individuelles se répondent sans se résoudre, où les conflits restent ouverts, porteurs d'évolutions possibles mais encore incertaines. Marseille, dans ce contexte, apparaît comme un espace où les histoires s'entremêlent, où les drames personnels coexistent sans jamais s'annuler, formant une réalité complexe et mouvante. Vadim, toujours au centre de sa propre tempête intérieure, avance sans direction claire, porté par une douleur qui ne s'apaise pas mais qui commence à se structurer, à prendre une forme plus stable, ce qui constitue une étape essentielle, même si elle ne procure aucun soulagement immédiat. Au fil des heures, ce qui s'installe chez Vadim Lyota n'est plus seulement une douleur identifiable, mais une forme de transformation intérieure qui agit en profondeur, modifiant progressivement sa manière d'habiter le monde, comme si la disparition de sa mère avait déplacé un équilibre fondamental qu'il ne pourra jamais totalement retrouver. Cette évolution ne se manifeste pas par des gestes spectaculaires ou des décisions immédiates, mais par une lente recomposition de son rapport aux autres et à lui-même, une recomposition encore instable, encore fragile. Dans ce nouvel état, la culpabilité ne disparaît pas, mais elle cesse d'être une explosion pour devenir une présence constante, presque silencieuse, qui accompagne chacune de ses pensées et oriente ses réactions. Elle ne se formule plus nécessairement en mots, mais elle s'exprime dans son regard, dans ses hésitations, dans cette difficulté à se projeter au-delà de l'instant présent. Vadim comprend, sans encore pouvoir l'accepter pleinement, que certaines pertes ne peuvent être réparées, et que cette impossibilité constitue précisément ce qui les rend si difficiles à intégrer. Dans cet espace intérieur en mutation, la présence de Noémie continue de jouer un rôle déterminant, mais cette présence ne repose plus sur la simple proximité affective, elle devient une forme de stabilité dans un environnement devenu instable. Noémie, en choisissant de rester, accepte implicitement la complexité de la situation, consciente que son soutien ne produira pas d'effet immédiat, mais qu'il s'inscrit dans une temporalité plus longue, celle de la reconstruction. Elle observe les micro-évolutions de Vadim, ces moments où il parvient à soutenir un regard, à répondre sans se détourner, à accepter une présence sans la repousser immédiatement, et elle comprend que ces gestes, bien que discrets, constituent des signes d'un mouvement intérieur. Ce mouvement n'efface pas la douleur, mais il indique une capacité à continuer malgré elle, ce qui représente déjà une forme de résistance. Dans le même temps, le conflit entre Baptiste Riva-Marcy et Emma Rimé atteint une phase où les positions sont désormais figées, chacune s'étant consolidée autour d'une conviction devenue inébranlable. L'idée même d'un compromis semble s'éloigner, remplacée par une logique d'affrontement où chaque action vise à affirmer une position plutôt qu'à construire une solution. Emma, en déclarant ouvertement la guerre à Baptiste, transforme définitivement la nature de leur relation, qui cesse d'être un espace de négociation pour devenir un champ de bataille émotionnel et juridique. Cette déclaration ne relève pas d'un simple emportement, elle s'inscrit dans une stratégie, dans une volonté de ne plus subir, de reprendre le contrôle d'une situation qu'elle estime lui échapper. Baptiste, de son côté, se retrouve confronté aux conséquences de ses choix, mais il ne renonce pas pour autant,
car sa perception de la situation reste inchangée, centrée sur la protection de Matisse. Cette persistance renforce le conflit, car elle empêche toute désescalade, chaque geste devenant une réponse à celui de l'autre, dans une dynamique où l'intensité ne peut que croître. Dans un autre registre, Jean-Paul Bauer amorce une réflexion plus profonde sur sa relation avec sa fille Lucie, comprenant progressivement que la peur qui le pousse à contrôler peut aussi créer une distance, voire une rupture. Cette prise de conscience, bien que fragile, ouvre la possibilité d'un changement, d'une approche différente, basée davantage sur la communication que sur la surveillance. L'influence de Ariane Lersan continue de jouer un rôle dans cette évolution, car elle introduit une perspective alternative, celle d'une parentalité fondée sur la confiance, même si cette confiance implique une part d'incertitude. Bauer n'adopte pas immédiatement cette vision, mais il commence à en intégrer certains éléments, amorçant ainsi un déplacement progressif de sa position. Revenant à Vadim, la fin de cette séquence ne correspond pas à une résolution, mais à une stabilisation relative, dans laquelle la douleur cesse d'être un choc permanent pour devenir un élément constitutif de son expérience. Cette stabilisation ne signifie pas apaisement, mais elle permet une forme de continuité, une capacité à avancer malgré l'absence. Le lien avec Noémie s'inscrit alors dans cette continuité, devenant un point d'appui dans un environnement où les repères ont été bouleversés. Leur relation, marquée par la reconnaissance mutuelle de leurs blessures, acquiert une densité particulière, car elle ne repose pas uniquement sur le partage de moments heureux, mais sur une capacité à coexister avec la douleur. Dans cet ensemble, chaque personnage poursuit sa trajectoire, confronté à ses propres défis, qu'il s'agisse de la perte, de la séparation ou de la peur de perdre. Ces trajectoires, bien que distinctes, se répondent à travers une thématique commune, celle de la fragilité des liens et de la difficulté à les préserver face aux épreuves. Vadim, en particulier, se trouve à un point charnière, où la douleur commence à s'intégrer dans son identité sans encore se transformer en apaisement, ce qui laisse entrevoir une évolution possible, mais encore incertaine. Il comprend, confusément, que la relation avec sa mère ne disparaît pas avec sa mort, mais qu'elle change de forme, devenant une présence intérieure avec laquelle il devra apprendre à vivre. Ainsi, ce qui s'achève ici n'est pas une histoire, mais une étape, un passage où les certitudes s'effondrent pour laisser place à une réalité plus complexe, plus difficile, mais aussi plus authentique. Dans ce nouvel équilibre, rien n'est résolu, mais tout est en mouvement, et c'est précisément dans ce mouvement que se joue la suite.